J'accueille donc Nicolas Bricasse, mais qui est donc Nicolas Bricasse? C'est la première question que je vais lui poser parce qu'il a un parcours, qui n'est pas commun finalement. Nicolas, vous avez d'abord fait des études d'abord d'ingénieur agronome et puis parti un peu loin, faire des expériences. Pourquoi vous avez fait ces expériences-là? Pourquoi vous n'avez pas suivi la linéarité de l'ingénieur agronome qui fait de la recherche, etc. Vous êtes parti pourquoi et vous avez fait quoi? Bon, je suis effectivement ingénieur agronome et c'est complètement par hasard en fait que je me suis retrouvé à m'intéresser plus à la question alimentaire. Donc j'ai fait une double formation, socio-anthropologie de l'alimentation à l'école des hautes études à Paris et en même temps économie du développement. Et c'est aussi par hasard que je me suis retrouvé à travailler en Afrique, d'abord à l'appui à des petites entreprises agroalimentaires, à des organisations de producteurs sur toute l'Afrique de l'Ouest pour reconquérir les marchés urbains dans une période où il y avait beaucoup d'importations alimentaires, le continent était très dépendant, il y avait une volonté politique de reconquérir le marché. Un exemple d'une expérience dans quel pays? Transformer le mil, le sorgho et le maïs produits localement et le rendre plus compétitif sur le marché des villes, plus apprécié par les consommateurs qui privilégiaient à l'époque le riz et le blé. J'ai travaillé sur l'igname, j'ai travaillé sur l'huile de palme, j'ai travaillé comme ça sur divers produits africains. Dans quel pays? Alors, j'étais basé au Sénégal, je travaillais sur le Sénégal, la Gambie, le Mali, le Burkina, le Niger, et puis ensuite j'ai travaillé sur le Bénin, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, donc pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, le CIRAD, établissement public de recherche sur les questions agricoles, alimentaires, environnementales et sur la biodiversité, travaillant essentiellement sur les questions internationales, donc travaillant beaucoup sur les pays en développement. Environ 2000 personnes, environ 1000 chercheurs dans les disciplines de l'agronomie, la protection des plantes, la zootechnie, et puis toute une grosse partie du CIRAD d'aujourd'hui travaillant sur les questions de sciences politiques, sciences sociales, économie, sociologie, et travaillant sur l'environnement des exploitations agricoles ou des entreprises agroalimentaires. Voilà, en Île-de-France, 10 millions d'habitants, il faut amener plus de 6000 tonnes par jour de nourriture pour nourrir ces gens. Et la question, évidemment, se pose pas que pour des régions comme Paris, mais elle se pose pour aujourd'hui à peu près 500 villes dans le monde qui font plus d'1 million d'habitants. Donc nourrir ces agglomérations, et ça va plutôt en augmentant, puisque l'urbanisation fait en sorte que de plus en plus de villes sont de plus en plus importantes en termes de nombre d'habitants. Et donc la question, est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des énormes marchés à l'extérieur et une production qui est à l'extérieur, ou est-ce qu'il va falloir revenir un petit peu, produire à proximité de ces énormes agglomérations? C'est la question sur laquelle on va plancher un peu. Allez. Alors, relocaliser, ça voudrait dire que avant, ça devait être localisé. Et peut-être c'est la première erreur de penser que les villes se sont toutes d'abord nourries par l'agriculture qui était dans leur hinterland, dans leur périphérie, et qu'elles ont progressivement perdu cette proximité de la relation avec l'agriculture, et que c'est pour ça qu'il faudrait revenir en arrière. Et d'abord, la première chose, c'est qu'il faut interroger l'histoire et se demander comment les villes ont réussi à se nourrir à des périodes où la croissance des villes a été beaucoup plus rapide qu'elle ne l'est aujourd'hui. On s'intéresse beaucoup à la question de l'urbanisation aujourd'hui. N'oublions pas une chose, c'est que la vitesse d'urbanisation la plus élevée, elle est derrière nous. Elle a été très très forte en Europe au XIXe siècle, elle a été très très forte en Amérique latine, en Asie et en Afrique au cours du XXe. En Afrique, elle a été très très forte depuis les années 50 et jusque dans les années 80. Et la vitesse d'urbanisation, elle est en train de se ralentir. Cela dit, on a des très grosses villes. Bon. Et donc, quand on regarde l'histoire de ces villes, et quand on regarde l'histoire même ancienne depuis le XVIIe siècle, le XVIIIe, XIXe, etc., et qu'on regarde comment elles ont été nourries, on découvre qu'il y a deux types de villes. Le premier type de ville, ce que Fernand Braudel appelle les systèmes-villes, ce sont beaucoup les villes portuaires,
Et ce que Braudel nous raconte sur l'histoire de la création du capitalisme et sur l'histoire des villes, c'est que la majorité des grandes villes, elles ne se sont pas nourries sur une agriculture de proximité, sur une agriculture périphérique. Elles se sont toutes nourries sur la base d'échanges lointains. Quelques villes étaient des marchés, des carrefours, et donc au centre d'une activité agricole et d'une activité d'échange agricole intense. Et ces quelques villes plutôt continentales se sont effectivement nourries à partir de leur périphérie, puis ont élargi cette périphérie nourricière. Mais malgré tout, toutes les grandes villes ont toujours réussi à croître rapidement grâce à l'échange à distance. Et donc, Braudel nous dit ça très bien, hein. Il nous dit que les villes ont échappé aux lourdeurs du secteur primaire, c'est-à-dire que les villes ne se sont pas intéressées à la question agricole. Elles ont utilisé l'échange lointain pour se nourrir, se préoccupant très peu de la façon dont on produisait. Et c'est finalement aujourd'hui une nouvelle préoccupation qui est en train de naître dans les villes. C'est vraiment un phénomène qui est complètement nouveau, c'est que les villes commencent à se réintéresser à la question agricole, alors qu'elles l'avaient, on pourrait dire, même pas négligée, mais elles ont cru, et elles ont cru rapidement, justement, en ne se préoccupant pas de la question agricole. Et donc peut-être ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur pourquoi ce nouvel intérêt pour la question agricole, d'où ça vient. Et on va comprendre que la recherche d'une relocalisation participe non pas d'un espoir de retrouver un ancien système, mais d'inventer en réalité un nouveau système. Alors si on parle du coup de relocalisation, il faut qu'on distingue bien les problématiques qui sont aujourd'hui celles de ces grandes villes qui se sont nourries du marché international majoritairement, c'est typiquement le cas des villes africaines, et puis les villes européennes, y compris Paris, qui cherchent à relocaliser ses approvisionnements, mais non pas parce que Paris était complètement connecté au marché international, mais parce que Paris ne savait pas trop à qui il était connecté et veut essayer de remaîtriser ça. C'est ce qu'on va voir maintenant. Il faut bien comprendre que pour saisir pourquoi les villes aujourd'hui cherchent à relocaliser leur production, il faut comprendre que les villes sont deux choses à la fois. Premièrement, une grande concentration humaine. Les villes sont d'abord une concentration de populations qui vivent dans un espace restreint et qui ont donc peu d'espace, évidemment, pour cultiver. Et la deuxième chose, c'est que les villes ont été le siège de l'industrialisation du secteur agricole et alimentaire. Industrialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'utilisation de ressources fossiles, de ressources non renouvelables, en particulier d'abord le charbon historiquement, puis le pétrole, et dans l'agriculture, un certain nombre de ressources minières, en particulier le phosphore et la potasse, pour augmenter rapidement la production agricole. Cette industrialisation, elle s'est faite d'abord et surtout dans les villes et grâce aux villes. Et donc, la crise qu'on connaît aujourd'hui, qui conduit à vouloir changer de système alimentaire, c'est à la fois la crise d'une concentration de population et la crise d'une industrialisation. C'est important de garder ces deux choses en tête. On peut parler de distance générationnelle, c'est-à-dire que beaucoup de mangeurs urbains venaient des zones rurales. Leurs grands-parents avaient été soit agriculteurs, soit ruraux, ils y étaient retournés, ils avaient des traces de ce que ça voulait dire l'agriculture ou de ce que voulait dire la vie rurale. Aujourd'hui, les urbains sont majoritairement issus d'urbains et donc du coup ont perdu la relation qu'ils avaient par l'affiliation avec le monde agricole et le monde rural. La distanciation, elle est aussi sociale. Beaucoup de nos comportements alimentaires étaient des comportements régis par des règles sociales. Le repas est typiquement une activité alimentaire qui est régie par des règles sociales, implicites, non écrites, intériorisées. 98% des Français se mettent à table entre midi et 2, et pas entre 11h et midi ou entre 15h et 16h. Et c'est une espèce de règle tacite qu'on se met à table tous ensemble entre midi et 2. Ce qui n'est pas le cas des Américains. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres, mais d'autres cultures ont d'autres horaires.
on ne mange pas n'importe comment, on partage, et il y a des règles de ce partage. On commence à manger ensemble, on ne mange pas avec n'importe quoi, on ne mange pas dans n'importe quel ordre. On n'a pas le droit de se resservir autant de fois qu'on veut, on n'a pas le droit de laisser dans son assiette, et on voit bien que c'est des règles sociales qui sont aujourd'hui en discussion. Est-ce qu'on a le droit de dire « Ah non, mais ça, j'aime pas ça, j'en mange pas, je veux qu'on prépare autre chose ?» On voit bien qu'on a eu, que ce soit pour le repas, que ce soit pour le choix de nos aliments, que ce soit sur la façon de faire les courses, de marchander, d'évaluer, des tas de règles sociales qui sont aujourd'hui dans une relative érosion avec l'avènement d'une individualisation de nos comportements. On essaye de dire à chaque individu de désormais, en fonction de son âge, de son sexe, de son activité physique, des maladies qu'il a eues, éventuellement des risques qu'il pourrait avoir génétiquement. On est en train de pousser chaque individu à devenir responsable de son alimentation, à devoir lui-même faire l'arbitrage entre ses préoccupations de santé, ses préoccupations bien sûr de plaisir, ses préoccupations environnementales, ses préoccupations éventuellement sociales, de bien-être animal, etc. Et ça, ce n'est pas très facile pour chaque individu, dans un univers très controversé, par exemple les OGM, de savoir ce qui est bon ou pas pour lui, ce qui est bon ou pas pour la planète, ce qui est bon ou pas pour la société. Il y a beaucoup de controverses. Et donc cette individualisation, elle est lourde à porter. On connaît et on comprend de moins en moins d'où vient ce qu'on mange, comment ça a été produit, transformé, commercialisé, quelle est l'équité dans le commerce, quel est l'impact sur l'environnement, et puis les impacts sur l'environnement, ils peuvent être très variés. Et donc une grande difficulté aujourd'hui d'arriver à se rassurer sur ce qu'on mange du fait de cette distanciation. Et puis je dirais la dernière distanciation me semble être politique, c'est-à-dire le sentiment des mangeurs d'avoir de moins en moins de prise sur le système alimentaire, de n'être finalement qu'en bout de chaîne, soi-disant chargé de la responsabilité de faire ce choix, mais en fait ne maîtrisant pas l'offre, ne pouvant pas véritablement influencer l'offre autre qu'en choisissant tel ou tel produit. Comment faire pour avoir plus d'équité dans les filières de commercialisation des produits ? La seule proposition qu'on me fait aujourd'hui, c'est d'acheter des produits labellisés commerce équitable. Et donc c'est finalement, si j'ai un pouvoir d'achat suffisant, je vais pouvoir encourager plus d'équité dans le commerce uniquement par mon seul choix. Et il y a quand même un sentiment qui se généralise, c'est que choisir, être un consommateur, comme on dit, c'est-à-dire par mon acte de consommation faire un choix sociétal, ne suffit pas. Parce qu'in fine, je ne maîtrise pas véritablement ce qui se passe dans l'industrie, dans l'agriculture. J'ai des revendications, j'ai des préoccupations, mais je sens que je n'ai pas de poids politique pour les mener. Et je sens également que les politiques standards, mon ministère de l'Agriculture, la Commission européenne, dont il y a une image ici, n'ont pas finalement un poids politique pour construire un système alternatif que certains attendent. Toronto est un exemple très souvent cité parce que c'est la première fois que se crée un conseil de politique alimentaire dans lequel il y a des représentants de la municipalité, bien sûr, des représentants des mangeurs, des citoyens, donc beaucoup regroupés en associations. Pour la solidarité sociale, il y a quand même beaucoup de gens qui n'accèdent pas à l'alimentation, qui sont trop pauvres pour correctement manger, donc beaucoup d'associations là-dessus. Environnementales, sur la promotion du jardinage et la promotion de la cuisine, des universitaires et des chercheurs, des entreprises. Et l'idée étant que ces conseils de politique vont essayer de reconstruire une politique alimentaire maîtrisée par la ville à partir des outils dont la ville dispose pour gérer l'alimentation. Pour vous, la bonne dimension, c'est la ville, c'est pas l'État. Quand on parle du rapport au politique. L'État a des choses à faire, bien évidemment. Oui. Il y a un certain nombre de réglementations. L'État a un rôle considérable à jouer. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vu, en parallèle aux activités de l'État ou aux activités d'ailleurs supranationales, la politique agricole commune ou les accords internationaux comme à l'OMC, on a vu un acteur qui jusqu'à présent ne s'était pas intéressé à la question alimentaire se saisir de la question alimentaire. Et il a plusieurs leviers pour ça. Il a le levier du foncier. Les villes gèrent de la terre, ont de la terre qui est disponible, qui peut être valorisée en agriculture.
ou en espace naturel, on fait des parcs, on fait des jardins, ou qui peuvent être décidés d'être construits, soit pour de l'activité commerciale, industrielle, ou de l'habitat. Donc il y a un premier levier que les villes peuvent activer, c'est de décider, au travers des schémas de cohérence territoriaux, qu'est-ce qu'on fait du foncier? Est-ce qu'on préserve du foncier en périphérie, voire même à l'intérieur de la ville? Est-ce qu'on fait des ceintures vertes? Est-ce qu'on fait des travées vertes à l'intérieur de la ville? Donc il y a un premier levier qui est là. Le deuxième, c'est bien évidemment la restauration collective. Et les villes, ça fait longtemps qu'elles ont utilisé les cantines, et en particulier les cantines scolaires, dans un premier temps, surtout pour permettre à tout le monde de manger correctement. Ça a été le premier but de la cantine scolaire, c'est un but social, permettre à tous les enfants de se nourrir correctement. Aujourd'hui, les villes se rendent compte que la cantine, et d'une façon plus générale la restauration scolaire, la restauration collective, peut être un lieu d'apprentissage, peut être un lieu de sensibilisation et peut être un marché public qui peut avoir du poids sur l'agriculture. Donc par exemple, on voit des municipalités qui décident de passer au bio pour leurs approvisionnements, tout ou partie de leur alimentation, en espérant par ce biais contribuer à développer un débouché pour le bio pour les agriculteurs et convertir des agriculteurs au bio. Mais là aussi, il y a une taille de ville qui correspond à ça. Bien sûr. On ne peut pas faire ça à Paris. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait des gros volumes, ça veut dire qu'il faut y aller progressivement pour être sûr qu'on a une conversion à l'agriculture biologique qui suit la demande. Aujourd'hui, beaucoup de villes qui passent au bio nous disent qu'elles ont des difficultés à s'approvisionner. Elles ont du mal à trouver parce que, en fait, la vitesse de décision de passer au bio crée en fait un appel en volume pour les produits bio, et l'offre a un peu de mal à suivre. Mais pour eux, c'est un moyen incitatif, un moyen d'éducation, un moyen de solidarité, un moyen de découverte multiculturelle. Et ça a été, la cantine a été un lieu, un espace de construction de l'identité nationale en réalité. Hein. On mange tous la même chose, donc on est fait tous de la même chair et on est du coup tous de la même identité. Et donc c'est aujourd'hui dans la réflexion. Troisième levier, c'est la politique urbanistique. Une mairie, une municipalité, elle décide de l'implantation des supermarchés, par exemple. Est-ce que j'autorise ou pas les supermarchés à se mettre en périphérie? Est-ce que dans la façon dont je façonne mon paysage urbain, je décide de mixer commerce et habitat et de prévoir des espaces commerciaux, d'aménager des places pour permettre à des agriculteurs de venir vendre? Donc il y a, dans la façon dont on construit même l'habitat, l'urbanisme, il y a un effet important sur l'alimentation. C'est dans la configuration des quartiers, c'est également dans la configuration des appartements ou des maisons. Les HLM se posent des questions sur la taille des cuisines. Est-ce qu'on fait de la cuisine séparée? Est-ce qu'on la fait ouverte? Est-ce qu'on la fait avec la possibilité d'avoir un accès dehors, à l'américaine ou pas? On voit bien que aujourd'hui, les urbanistes et les architectes, ils ont dans les mains quelque chose qui peut considérablement influencer nos pratiques alimentaires, notamment la possibilité de cuisiner ou pas, la possibilité de cultiver ou pas, la possibilité de s'approvisionner avec différents types de structures de distribution. Autre levier fondamental, aujourd'hui assez peu encore utilisé, mais qui me semble absolument crucial, c'est la question des déchets. Il y a des chercheurs en France, Sabine Barls ou Gilles Billen, qui font des analyses qu'on appelle en termes de métabolisme urbain. Ils calculent la quantité de matière, azote, phosphore par exemple, qui rentre dans une ville sous forme d'approvisionnement alimentaire. Et puis ensuite, ils calculent les quantités qui ressortent de la ville. Ce sont nos excréments qui sont chargés d'azote, de phosphore. Et ils calculent où ça repart. Et ils montrent que autant au XIXe siècle, il y a eu des systèmes qui permettaient de faire repartir l'azote dans les zones de production agricole, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les matières se concentrent dans et autour des villes, soit sont directement évacuées vers la mer. Que relocaliser la production agricole, c'est l'idée qu'on va réduire les coûts de transport, et qu'en réduisant les coûts de transport, on va moins impacter l'environnement, puisqu'on va moins consommer d'essence ou de gasoil pour faire circuler les camions. Quand on fait le calcul sérieusement du coût énergétique de notre système alimentaire, le transport, finalement, ce n'est pas énorme.
selon ce qu'on consomme, selon qu'on s'approvisionne, par exemple, chez les Britanniques, beaucoup en avion, avec beaucoup de produits qui viennent par avion ou par voie maritime, on est entre 15 et 20% des coûts énergétiques qui sont liés au transport. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément, si on veut réduire le coût énergétique de notre système alimentaire, ce n'est pas uniquement, enfin c'est pas d'abord peut-être par le transport qu'il faut le jouer. Si vous relocalisez autour des villes des serres chauffantes, des serres chauffées pour produire des légumes, vous allez exploser votre coût énergétique en réduisant un tout petit peu la distance parcourue. Alors première chose, c'est que ce n'est pas énorme dans le coût énergétique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Mais la deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est les Anglais qui ont montré ça les premiers, c'est que dans le coût de transport de notre alimentation, la moitié du coût, c'est le déplacement des ménages de chez eux au supermarché, aller-retour. Vous prenez votre voiture, elle est vide, vous allez au supermarché à quelques kilomètres, vous mettez 15-20 kilos de nourriture dans le coffre, vous ramenez chez vous. Au kilomètre et au kilomètre transporté, vous avez déjà la moitié du coût de transport. Ce qui veut dire qu'une des marges de manœuvre pour réduire le coût de transport, ça peut être effectivement de relocaliser une partie de la production, mais on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais ça peut être aussi de reconfigurer le système de distribution. Et là, il faut arriver à modéliser pour savoir quel est le dispositif, comment s'organiser dans la ville pour distribuer les aliments de façon à réduire les coûts. Il n'y a pas d'automatisme à penser qu'une relocalisation de la production agricole est forcément bonne pour l'environnement. Si relocaliser la production agricole, ça veut dire prendre plus souvent sa voiture pour aller chercher au nord un peu de viande chez un éleveur, et puis aller à l'ouest chercher des légumes, et puis chercher du poisson au sud, et que ces circuits de proximité se traduisent par une multiplication des déplacements, que ce soit les déplacements d'ailleurs des agriculteurs ou les déplacements des consommateurs, ça veut dire qu'il faut vraiment le calculer. C'est sans doute une façon un peu exagérée, caricaturale d'opposer rural et urbain, parce que aujourd'hui en France, si vous regardez le comportement alimentaire d'un rural, il est finalement pas très éloigné de celui d'un urbain. Les ruraux, ils vont aussi au supermarché et ils ne sont pas du tout dans une situation de cultiver majoritairement leur alimentation, même s'ils ont un petit lopin de terre pour faire quelques légumes, mais il y a des urbains qui en ont aussi. Mais même si c'est un peu caricatural d'opposer ces deux mondes, il me semble que dire on va relocaliser la production alimentaire autour des villes, c'est aussi un peu le risque d'un repli sur soi et d'un désintérêt sur la question agricole. Ça veut dire qu'on va essayer de le faire nous, on va essayer de le faire autour de nous, on va essayer de le maîtriser. Mais alors, les zones agricoles qui sont plus éloignées, qu'est-ce qu'elles deviennent et qu'est-ce qu'on y fait? Et qu'est-ce qu'on y fait comme type d'agriculture? Donc il me semble que la réponse aussi à la question du défi alimentaire, c'est oui de relocaliser, parce qu'on a vu que ça correspond à un besoin psychologique de sentir qu'on remaîtrise, qu'on reporte intérêt, qu'on réduit cette distanciation anxiogène. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus négliger la nécessité d'inventer, et non pas de réinventer, d'inventer des nouveaux modes de relation entre urbains et ruraux. On est en train de commencer à explorer ce que ça peut vouloir dire. Et par exemple, on commence à s'intéresser au fait que les citadins peuvent investir dans l'agriculture. À Dakar, on rencontre des associations de ressortissants d'un village qui vivent à Dakar depuis une ou deux générations, qui en ont marre de voir débarquer tous les ans les jeunes qui viennent du village, qui pendant la saison sèche se disent qu'ils vont essayer de gagner un peu d'argent et viennent s'incruster dans la famille urbaine. Et donc ils ont compris qu'en fait on ne pouvait pas continuer comme ça, donc ils ont décidé d'essayer d'installer les jeunes. D'installer les jeunes dans l'agriculture. Et il nous intéresse de regarder quel type d'investissement ils vont faire. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont les installer pour être des paysans comme hier. Ils vont les installer pour être des paysans modernes. Et donc on voit bien que avoir des outils techniques comme le téléphone portable, avoir un peu quelque chose d'un peu attirant pour les jeunes. Quand on interroge les jeunes sur le métier qu'ils imaginent faire, en tout cas quand on le fait en Afrique, les Britanniques ont fait ça, le pire métier qu'ils imaginent, c'est agriculteur. Donc ça veut dire qu'il faut inventer des formes d'agriculture qui sont différentes de celles qui ont prévalu jusqu'à présent, qui attirent les jeunes, dans lesquelles les urbains peuvent investir. Et là, il me semble qu'il y a un intérêt dans toutes ces formes d'investissement des urbains.
Mais on voit aussi, par exemple, qu'on a d'autres exemples, c'est des villes qui achètent de la terre. On pourrait dire prédation, attention, accaparement de terre. Ça peut être correctement géré, mais ça veut dire qu'on a des villes qui sont en train de penser à acheter de la terre en milieu rural pour y cultiver pour elles. Et pour y cultiver d'une autre façon. Ce qui veut dire qu'elles essayent là-haut encore d'inventer un autre type d'agriculture, pouvant bénéficier des ressources de la ville, pouvant garantir une qualité correspondante aux attentes des citadins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce n'est pas forcément avec les agricultures standards. À Hanoï, au Vietnam, la ville de Hanoï a décidé d'embaucher un agronome, un ancien chercheur, pour aider à passer des contrats d'approvisionnement en riz avec des zones éloignées. La ville est préoccupée de se garantir un approvisionnement en riz, produit absolument fondamental au Vietnam, se garantir un approvisionnement en riz à partir de zones éloignées. Et ça veut dire d'aller passer des contrats, mais des contrats, ce n'est pas simplement « je vous garantis que je vous achète votre riz », c'est « je vous achète votre riz, de quoi avez-vous besoin pour augmenter la production ?» Ça veut dire « je commence à m'intéresser à vos zones de production ». Donc là, s'inventent de nouvelles formes de relations entre ville et campagne, et il me semble que ça, c'est une voie qu'il faut absolument explorer avec attention, quitte à ce que ça invente des nouvelles formes de production agricole.